Bonjour à tous. Notre duel ce matin, dans le cadre des élections européennes, oppose une ministre secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, qui rentre sur le plateau en ce moment, et un député de la France insoumise, bien connu de vous, Adrien Quatennens. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de vous livrer à cet exercice. On va d'abord parler d'Europe. Quelle Europe ? L'Europe, on l'aime ou on la quitte. Alors je voulais commencer par vous, Adrien Quatennens, parce que j'ai remarqué que dans vos meetings, on voit pas ou quasiment pas du tout de drapeau européen. Pourquoi ? Non, c'est vrai, parce que nous préférons mettre en avant le drapeau français. Et puis surtout, il y a aussi ce que nous avions expliqué sur la question du drapeau européen, qui n'est pas très laïque d'essence, et nous sommes attachés à la laïcité, mais bon, quand bien même... Le drapeau européen, aujourd'hui, en tout cas, non, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le drapeau européen symbolise une construction particulière politique de l'Europe, qui est l'Union européenne. Il ne faut pas tout confondre dans le débat. Souvent, on confond d'ailleurs l'Europe et l'Union européenne. L'Europe, c'est de la géographie. Il ne s'agit pas pour nous de la discuter. Par contre, l'Union européenne, c'est une construction politique et donc, par définition, nous devons la discuter. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ce que nous disons en tout cas à la France insoumise, c'est que la promesse de construction européenne était un idéal de coopération entre les peuples. Et cette promesse a été dévoyée. Elle a été sacrifiée sur l'autel de la compétition libre et non faussée, de la concurrence, avec ce résultat qu'aujourd'hui, l'Union européenne, qui devait être un espace de coopération, est un espace de compétition entre des pays qui ne sont pas harmonieux socialement, pas harmonieux fiscalement, que l'on a à grands traits, empaquetés entre des traités qui ont parfois été refusés démocratiquement. Je voudrais rappeler qu'ici en France, en 2005, les Français se sont passionnés pour la question et ont voté non, et que leur vote n'a pas été respecté. Et aujourd'hui, surtout, donc vous voudriez ces changer traités, quitter cette Europe-là, cette Union européenne non, en tout cas. Non, il ne s'agit pas de jeter bébé avec l'eau du bain, de dire une chose. Nous avons des objectifs politiques à poursuivre. Aujourd'hui, nous faisons tous face, par-delà nos désaccords politiques, aux défis climatiques. Eh bien, je prends que cet exemple. Le GIEC nous dit qu'il faut investir beaucoup d'argent. Et il faut changer de modèle économique en 10 ans. Dans le cadre de traités qu'empêche l'harmonisation sociale et fiscale et qui impose les 3% de déficit, l'Europe sociale et écologique, c'est de l'incantation. On va en parler évidemment de l'Europe écologique. Amélie de Montchalin, ce symbole, ce drapeau, l'Europe, il faut le préserver. Pourquoi est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que peut-être qu'on a mal fait cette Europe-là ? Moi, j'ai une conviction, c'est qu'il faut qu'on soit absolument réaliste et qu'on ait la conscience du temps. On peut bien sûr refaire l'histoire, considérer que les symboles ne sont pas les bons. Ce n'est pas ma ligne. Nous, ce qu'on voudrait, c'est la faire avancer, ne pas la faire ni s'arrêter en se lançant dans des débats picrocolins, extrêmement politiques ou théoriques sur les institutions, etc. Moi, je vis, et c'est ma nouvelle fonction, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Au cœur des institutions. Peut-être qu'il y a des choses à changer. Mais ce qui est sûr, c'est que l'urgence, c'est d'apporter des réponses concrètes à exactement des enjeux qui sont ceux qui nous reviennent du terrain. Comment on crée la convergence fiscale ? Comment on crée la convergence sociale ? Comment sur le climat on se donne assez d'ambition ? Et la France, dans cet environnement-là, elle a une voix. Vous savez qu'à Sibiu, quand les chefs d'État sont réunis, Emmanuel Macron a proposé que nous ayons une ambition climatique renforcée. Une ambition qui soit celle de la neutralité carbone en 2050. Au début, c'est une proposition française. On arrive à mettre 9 pays autour de nous. Aujourd'hui, on a l'Allemagne qui nous dit qu'elle est prête à nous suivre. C'est comme ça qu'on fera avancer. Et moi, je préfère qu'on soit sur le concret, sur les propositions, et qu'on apporte des solutions, justement pour sortir d'un monde de concurrence. Parce que l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle évite la guerre de tous contre tous. Elle permet de mettre des règles communes. Et donc, notre ambition, c'est bien de faire avancer cette Europe, pas de la faire reculer, pas de la faire s'arrêter. On va avancer ensemble, tous les trois, sur des sujets très concrets. Vous avez commencé à en parler. Est-ce que l'Europe est passoire ou elle est protectrice ? On va évidemment parler des débats autour du protectionnisme qui est en ce moment, des traités de libre-échange. L'Europe a signé avec le Canada le traité du CETA. On ne l'a pas encore ratifié en France. C'est pour bientôt ou pas ? Ce que je sais, c'est que le CETA, c'est 7 à 12% de plus d'exportation européenne vers le Canada. Donc déjà, c'est en soi pour nous plutôt quelque chose qui nous a donné de la force et donc de l'activité pour nos entreprises. Ensuite, il y a des enjeux environnementaux sur lesquels on est extrêmement clair sur des normes qu'on veut respecter de part et d'autre. Sur le commerce, le président Macron a bien dit qu'il ne mettrait pas, par exemple, le commerce avant le climat et que nous n'aurions pas dans le futur d'accords commerciaux ratifiés et signés par la France si ce pays n'appartenait pas au groupe de pays qui appliquent l'accord de Paris. Donc le commerce, c'est aussi un levier. Pas forcément juste de négociation un levier, sur d'autres sujets. Pas un levier d'hostilité, mais c'est un levier de progrès parce qu'on peut mettre dans les négociations commerciales des choses qui correspondent à nos objectifs. Alors, ce traité avec le Canada, est-ce qu'il fallait le signer ? D'abord non, dans la mesure où le simple fait de le signer foule aux pieds les engagements qui avaient été pris lors de la COP21. Il faut le savoir, c'est un traité qui est climaticide parce que ce que ne dit pas Amélie de Montchalin, c'est que bien évidemment les échanges augmentant, les émissions de gaz à effet de serre aussi, et qu'il y a donc une vraie contradiction. Mais d'ailleurs, je veux pointer le fait que dans cette campagne européenne, nous, ça fait 10 mois que nous sommes en campagne, avec un programme que nous mettons en circulation, c'est exigeant,
c'est pas un programme qui arrive une semaine avant l'élection comme un cheveu sur la soupe. Oui, mais non, mais là je parle de votre programme européen. Mais surtout, entre le programme que défend Madame Loiseau au niveau européen et ce que fait M. Macron au niveau national, il y a plein de contradictions. C'est bien ça le problème. Regardez, Madame Loiseau nous dit, on va mettre une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Et dans le même temps, M. Macron valide, sans que le Parlement d'ailleurs n'ait à se prononcer là-dessus, l'accord de libre-échange avec le CETA. Madame Loiseau nous dit, on veut faire en sorte de lutter contre les paradis fiscaux. Mais la France s'est opposée à ce que l'Irlande et le Luxembourg entrent dans la liste des paradis fiscaux. Madame Loiseau nous dit, elle veut concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes. La France s'est opposée au niveau européen à l'amélioration du congé parental. On a comme ça toutes sortes de contradictions. C'est un très bon point. Pourquoi la France s'est opposée? Parce qu'on considère que le plan des Autrichiens, des Allemands et d'autres, qui est de mettre les femmes pendant 1 an chez elles, pour que surtout, après avoir eu un enfant, elles ne retournent pas sur le marché du travail, c'est pas notre conception. Non, mais la vérité, c'est qu'il s'agissait de plus d'égalité entre les hommes et les femmes, et vous le savez très bien. Et sous prétexte que c'est trop cher, M. Macron s'y est opposé. Voilà la vérité. On a considéré que notre politique, notamment pour le droit des femmes, c'était bien d'agir sur l'accès au travail et sur les places en crèche. Le grand problème que nous avons, Amélie de Montchalin, c'est que de mon point de vue aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'elle fonctionne est en train de rendre l'Europe détestable aux yeux des peuples. Moi, je vous mets en garde sur le fait que la dislocation en cours de l'Union européenne, dont le Brexit est un des symptômes, n'est pas le fait de la France insoumise. Supportez-le. En réalité, les tenants de l'Union européenne actuelle, les tenants de cette Union européenne libérale, créent les conditions que les peuples la trouvent détestable. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui fait ensuite le beurre de Madame Le Pen et de ses amis, parce qu'à l'échelle du vieux continent, ce qu'il faut dire, c'est que les uns nourrissent les autres. On nous vend à l'occasion de cette élection européenne un face-à-face, un duel prétendu entre M. Macron et Madame Le Pen. On nous rejoue le deuxième tour pourri. Aujourd'hui, c'est la reine face à la France insoumise. Oui, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les uns nourrissent les autres. À l'échelle du vieux continent, les Macron, Merkel et Juncker nourrissent les montées d'Orban, Salvini et Le Pen. Voilà ce que je dois dire. Il nous faut une alternative. Parce que vous savez, dans ce débat des européennes, la vie politique française ne peut pas se résumer à soit vous détestez vos voisins, soit vous diminuez le nombre de fonctionnaires. Il faut une alternative. J'ai une conviction très forte. Ce qui rend l'Europe parfois difficile à comprendre pour les Français et pour les Européens dans l'ensemble, c'est le manque de résultats. Les Français comprennent très bien. Si on s'en tient à des grands discours, à des grandes théories, à des grands soirs théoriques sur on va réviser les traités, on va se remettre. Bon, opposez-moi des arguments. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de vos propositions qui demandent un changement des traités. Et évidemment. Pour changer les traités, vous savez qu'on a une règle qui est qu'il faut qu'on ait une majorité au Parlement, mais il faut qu'on ait surtout une unanimité des chefs d'État. Mais alors on est condamné à faire cette politique partout. C'est-à-dire qu'en fait, avec le modèle que vous poursuivez, vous pouvez voter à l'échelle nationale pour à peu près qui vous voulez. D'ailleurs, on l'a vu avec l'expérience de la Grèce. C'est que le problème aujourd'hui, c'est que cette Union européenne ne permet pas de mener d'autres politiques. Vous savez, moi, à l'échelle du pays, je conteste la 5e République. Mais la 5e, c'est bien mon problème. Si vous mettez un président de couleur différente, vous avez des politiques différentes. Dans l'Union européenne telle qu'elle fonctionne... Vous voulez changer la Constitution française et vous voulez changer les traités européens. C'est pas un objectif politique qui est le vôtre. Moi, ce que je vois, c'est que l'urgence, c'est pas de nous lancer dans des grands débats théoriques. Ça fait monter les extrêmes. Alors, on va pas être dans la théorie, on va être très concret sur le protectionnisme. On voit que j'aimerais finir juste. Si on tient des discours théoriques de grands soirs ou de grands discours pratique ce que je vous raconte. Ou de grands discours constituantes de Amélie de Montchalin, vous valez mieux que ça, opposez-moi des arguments. Ne balayez pas mes arguments d'un revers de la main. Je vous oppose l'argument qu'il est absolument essentiel que nous ne perdions pas de temps à nous lancer dans des débats théoriques qui font monter les extrêmes parce que ça n'apporte pas de résultats. Vous parlez de perdre du temps. Le GIEC nous dit vous avez 12 ans pour changer le modèle économique et vous poursuivez la politique du libre-échange. C'est bien pour ça que nous faisons une banque européenne du climat, c'est pour cela que nous faisons la neutralité carbone en 2050. On va revenir là-dessus. Vous pensez qu'une banque va sauver le climat? Vous venez de parler d'investissements nécessaires, on va en mettre 1000 milliards sur la table. On a de quoi faire. Il y a déjà des banques qui permettent d'investir. Est-ce qu'on peut aborder ensemble les points les uns après les autres? On va parler du protectionnisme. Il y a certains pays comme les États-Unis de Donald Trump qui ont décidé de faire du protectionnisme pour relancer leur industrie et faire un bras de fer avec la Chine. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il faut faire la même chose? Amélie de Montchalin. Moi, ce que je dis, c'est que le libre-échange est un principe qui a des vertus et des risques. Et qui donc, nous devons être extrêmement clairs sur les risques contre lesquels nous voulons nous protéger. Les risques que je vois, c'est effectivement le sujet climatique. Nous devons pouvoir imposer des normes environnementales, climatiques, de biodiversité sur les conditions de production. Et s'ils ne correspondent pas à nos exigences... Donc une taxe carbone à l'entrée, comme le propose la liste de Nathalie Loiseau. Exactement. Ensuite... Dans le même temps, vous faites le CETA. Mais le CETA a permis de poser notamment un certain nombre de normes. Il y a des choses que nous n'acceptons pas en Europe. Dites-le que le CETA foule aux pieds les engagements de la COP21. Mais alors,
votre principe, c'est que le commerce est mauvais pour le climat. Non, pas du tout. Moi, ce que je dis, c'est que le commerce Amélie de doit être encadré. Montchalin, encore une fois, ça c'est de l'incantation. Non, pas du tout. Moi, je suis pour qu'on commerce, mais un commerce qui soit relocalisé. A-t-on besoin de démultiplier? Ça veut dire quoi un commerce relocalisé? Est-ce qu'on a besoin du grand déménagement permanent du monde que vous poursuivez? Donc, parce que le CETA, en réalité, même si c'est de l'exportation, vous savez que c'est non seulement des destructions potentielles d'emplois en France, mais c'est aussi... Je dis qu'on augmente les exportations. Il n'y a pas que les exportations qui comptent. Hein. Ah bon, vous savez que ça a été chiffré, il y a un rapport précis qui dit que c'est à peu près 45 000 emplois menacés en France avec ce type d'accord, mais surtout les émissions de gaz à effet de serre. Ce que fait Donald Trump du protectionnisme, sur le protectionnisme, pour relocaliser, est-ce qu'il a raison? Mais vous avez vu juste en disant que Donald Trump fait ça pour défendre ses intérêts particuliers. Nous, quand nous parlons de protectionnisme, nous y associons le monde solidaire, protectionnisme solidaire. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire un protectionnisme chauvin uniquement pour protéger nos intérêts économiques. Bien évidemment, il faut les protéger. Mais il s'agit surtout de dire que ce que décide la France est médité non seulement partout en Europe, mais bien au-delà de nos frontières. Vous croyez encore aujourd'hui? Mais je pense précisément que la France a toutes les compétences, tous les savoir-faire pour être peut-être la figure de proue de cette grande bifurcation, notamment sur la transition écologique. Et que ce que la France déciderait, elle pourrait, par un protectionnisme solidaire, le mettre en partage. Je prends qu'un exemple. Si on veut imposer des normes de production sociale, environnementale, prenons l'exemple du coton ouzbek, dont on sait qu'il est produit notamment par le travail des enfants. A-t-on besoin que ces marchandises rentrent sur notre territoire? On pourrait y mettre des règles, de manière aussi à faire en sorte que si vous voulez que vos produits rentrent chez nous, eh bien, il faut qu'ils respectent des conditions de production sociales et environnementales. Moi, j'aimerais vous parler par exemple du débat qu'on a eu hier à Bruxelles sur l'action extérieure de l'Union européenne, où nous cherchons exactement à pouvoir dire, voilà, dans le cas des accords dits de Cotonou avec l'Afrique, dans le cas de notre politique européenne de développement, nous allons avoir de la cohérence entre un volet de développement, un volet commercial, un volet social, un volet d'investissement dans les infrastructures, dans l'éducation, et que ça, c'est bien la force de l'Europe. C'est de pouvoir avoir une échelle suffisante pour pouvoir, avec notamment les pays et de l'Est et de l'Afrique, avoir des priorités très claires. Je comprends le raisonnement qui vise à dire, et sur le papier, c'est valable, hein, à 27, on va plus vite que tout seul. Et d'ailleurs, moi, je ne propose pas qu'on fasse tout seul, mais comprenez une chose. Je crois que le cadre posé pour le faire à 27 est un cadre qui nous empêche de surseoir à nos objectifs. Mais enfin, vous le savez mieux que moi, vous êtes bien placé depuis le ministère pour le savoir, le traité de fonctionnement de l'Union européenne stipule précisément, à l'exception de l'harmonisation sociale et fiscale. C'est-à-dire quand on parle de dumping social... Où il faut l'unanimité, je le rappelle, pour changer les règles. Si vous voulez, Christophe Jacubizine, quand on parle de dumping social à l'échelle de l'Union européenne, on a l'impression que c'est finalement un dommage collatéral. Non, l'Union européenne a été pensée et construite pour que des pays soient empaquetés entre des traités qui empêchent l'harmonisation sociale et fiscale pour qu'on puisse jouer le rôle du dumping. Si vous prenez notre programme, on veut une équipe de France qui puisse peser au Parlement européen et qui puisse relayer des priorités qui sont les nôtres, notamment sur l'Europe sociale. Avec un programme qui dit le contraire de ce que vous faites en France. Quand nous travaillons sur le travail détaché. L'Europe sociale, justement, la directive travailleur détaché. Vous l'avez modifiée, c'est-à-dire que maintenant on paye le salaire minimum du pays où le travailleur travaille. Le salaire légal, pas le salaire minimum. Le salaire légal, mais pas les charges sociales. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut uniformiser les charges sociales? Et donc ce qu'on a dit, c'est que typiquement sur la convergence sociale, comment on l'a fait? On l'a fait dans les traités existants. On a juste négocié très fortement, Muriel Pénicaud, Nathalie Loiseau, on s'est mis autour de la table, on a trouvé une majorité au Parlement. Il y a 516 000 travailleurs détachés en France en 2017, il n'y avait que 37 000 en 2006. Alors c'est 516 000 personnes, si vous rapportez ça en temps complet, c'est 100 000 emplois à temps plein. Parce qu'il y en a qui font plusieurs contrats et qui sont comptabilisés plusieurs fois. Mais quand même, regardez la progression. On les voit quand on fait des travaux dans des maisons, etc. On voit bien que les travailleurs viennent de toute l'Europe. Sur le travail détaché, travail égal, salaire égal. Deuxièmement, contrôle. C'est faux. Contrôle. L'autorité européenne du travail existe. Elle va permettre aux inspections du travail des différents pays. C'est faux. Pourquoi c'est faux? L'autorité européenne du travail va permettre aux inspections du travail... Travail égal, salaire égal, c'est faux et vous le savez. Vous êtes suffisamment doué en économie, je le sais, pour savoir que c'est en 2020, travailler à salaire égal. Ensuite, on travaille sur les charges. On veut travailler sur les droits sociaux, Arrêtons-nous à cet instant. Vous êtes bien placé aussi pour savoir que les cotisations sociales sont une partie intégrante du salaire. Vous en êtes d'accord? Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que pour le salarié, il est payé Quand Emmanuel Macron nous dit qu'il a gagné cette victoire en disant que maintenant c'est à travail égal, salaire égal, c'est un mensonge éhonté. C'est vrai pour la raison que... pas pour les charges sociales. Et donc c'est pour ça que nous proposons soyons précis, sur les charges. On ne parle pas de charges sociales, on parle de cotisations sociales. Elles sont une partie du salaire. Et quand elles sont payées dans le pays d'origine, le dumping social continue allègrement. Enfin, et puis surtout, ce que vous devez savoir, c'est pas faux. Sur notre liste aux élections européennes, sur la liste de la France insoumise, il y a Madame Marina Mesure, qui est spécialiste de ces questions
gestion qui a passé tout son temps sur le terrain au niveau du travail d'agence. L'essentiel des contrôles nous montre que la fraude est légion en la matière. Et vous avez des salariés, je prendrai juste cet exemple, qui ont été détachés sur le chantier du terminal méthanier de Dunkerque depuis l'Italie où ils n'avaient jamais mis les pieds alors qu'ils sont roumains. Total, les cotisations sociales sont payées en Italie par cet effet de triangulation qui est un cas d'école et qui fait que quand ces gens connaissent des accidents de travail, ils n'ont pas de protection sociale, ils n'ont pas de maladie. Ce que je ne comprends pas dans l'argumentation d'Adrien Quatennens, c'est que nous sommes totalement d'accord pour continuer à renforcer notre capacité à converger socialement, à avoir travail égal, salaire égal, cotisation sociale égale. Non, puisque vous dites qu'il y a travail égal, salaire égal, alors que vous savez qu'il y a les cotisations sociales. Mandature d'aligner les cotisations sociales. Exactement. On devra payer les cotisations en France. Et d'aller plus loin, de faire en sorte que le chômage, s'il a lieu, soit payé par le pays où l'on a travaillé. Et que ce soit pas le pays... Comment peut-on vous croire quand sur le glyphosate, vous êtes contenté d'un tweet? Non, parce que en fait, la vérité, c'est que vous nous faites toujours vos vœux pieux et vos belles incantations. Mais quand on vous propose de traduire dans la loi vos promesses, comme quand M. Macron dit la France interdira le glyphosate sous 3 ans, vous savez qu'un tweet n'a pas de valeur législative. Ce que je veux vous montrer, c'est que nous sommes capables, dans les institutions d'aujourd'hui, avec des parlementaires qui font équipe avec le projet national, nous sommes capables de faire des choses. Moi, je crois que l'Europe, elle est démocratique. Vous envoyez des députés, ils seront légitimes, ils auront une voix. Quand M. Juncker dit qu'il n'y a pas de choix démocratique contre les traités, vous trouvez que l'Europe protège la démocratie? Mais si vous envoyez des députés au Parlement européen, c'est que vous croyez qu'ils auront une légitimité. Allez, on continue avec les dossiers concrets qui intéressent. On veut une équipe qui puisse travailler concrètement. On continue avec les faire l'inverse et dire l'inverse que vous faites au niveau national. On continue avec les dossiers concrets. L'écologie, vous êtes tous écolos maintenant aux élections européennes. Tout le monde y va de son affiche. Vous sur les 50% de pesticides en moins. Vous avec une affiche où on voit Emmanuel Macron déverser du glyphosate. Oui, c'est parce que ça montre bien l'obsession de la France insoumise avec Macron. Qui est le plus écologiste entre toutes les listes? Mais c'est pas le but, c'est pas de savoir qui est le plus écologiste. Si les gens ont une sensibilité écologiste et veulent apporter leur... Et je pense qu'on partage ça. Les gens qui ont aujourd'hui 18, 25, 30 ans, 35 ans, ils savent qu'ils vivront dans un monde qui peut être face à une énorme catastrophe environnementale, climatique et collective. Donc la conscience est là, elle est partagée, c'est une bonne chose. Personne n'a le monopole de l'écologie. Tout le monde sait très bien que nous devons produire notre électricité différemment, produire notre alimentation différemment, transporter, commercer. Je divise par 2 le nombre de pesticides, vous dites sur votre affiche. On peut vous croire ça aussi ou pas? Mais bien sûr qu'on peut nous croire. Comment on va le faire? On ne va pas le faire par des invectives et par des discours. On va le faire en accompagnant les agriculteurs. Alors pourquoi on a Jérémy Desserres à l'Assemblée le fait qu'on continue à en produire et à en exporter? Mais pas le glyphosate. Vous pas mélangez... le glyphosate, mais d'autres pesticides. Et le glyphosate, il est encore autorisé pour 5 ans. Et à l'issue des 5 ans, rien ne dit qu'il sera interdit. Il a mis jusqu'en 2021. Écoutez, après, il n'y aura plus de mise sur le marché. Moi, ce que je voudrais vous dire, vous avez raison de dire que notre génération est mise au pied du mur. C'est vrai. Par-delà nos désaccords politiques, ce défi, nous allons devoir le relever. Maintenant, la question est sur laquelle nous divergeons profondément, c'est sur la méthode. Moi, je ne suis pas scientifique, a priori, vous non plus. Le GIEC nous dit vous avez 12 ans. Pas pour verdir un peu le programme de M. Macron, pour changer de modèle économique. Et surtout pour éviter que ce soit irréversible. Et surtout, mais oui, parce que sinon, ça veut dire que dans 12 ans, nos programmes politiques vont plus se soucier de la relance de l'activité par l'écologie comme nous le proposons. Ce sera des programmes politiques, on va devoir savoir de quelle composition vont être faits les bateaux sur lesquels on va éviter de se noyer. Voilà la vérité. Donc moi, je veux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, le plus frustrant, c'est que les compétences techniques existent. On saurait faire la transition écologique. Les brevets existent. On saurait faire la transition agricole. Plein d'agriculteurs savent se passer de ce modèle intensif en chimie. La réalité, c'est que quand le GIEC nous dit il faut investir 2100 milliards de dollars à l'échelle de la planète, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre de traités qui ne visent que les 3%. Mais je ne comprends pas. Donc c'est de l'incantation en réalité. Et vous, en même temps, vous dites qu'il faut faire l'écologie, mais vous signez le CETA. Vous dites qu'il faut interdire le glyphosate, mais vous l'empêchez dans la loi. C'est bourré de contradictions. Il nous faut la règle verte et la planification écologique. Une dernière question, parce que vous l'avez évoqué sur le cas des migrants qui traversent la Méditerranée ou nos frontières. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Est-ce que quand il y a un bateau qui arrive, on continue avec le système des quotas européens? Quelle est la position? La position, elle est la suivante. Le droit d'asile est une caractéristique fondamentale de ce qu'est le projet européen depuis qu'il existe. Et pour les migrants économiques? Pour les migrants économiques, nous devons nous organiser pour que les compétences dont nous avons besoin en Europe puissent être offertes à des personnes qui viennent de l'extérieur. Et si ce n'est pas le cas, que nous soyons extrêmement capables d'organiser les flux migratoires économiques. Sur le droit d'asile, et donc sur les bateaux qui arrivent, que nous puissions protéger, accueillir dans des conditions décentes, bien meilleures qu'aujourd'hui, tous ceux qui doivent chercher protection en Europe. Et que sur le reste, on soit capable d'avoir des frontières où nous puissions contrôler les flux, puisqu'il y a des métiers et des emplois qui sont ouverts et sur lesquels nous avons besoin de personnes qui viennent travailler. Et nous avons d'autres. Et là, c'est là où j'en reviens à mon point, il faut absolument que l'Europe soit beaucoup plus intensivement engagée pour le développement,
pour aussi que l'activité économique dans les pays d'origine soit bien meilleure, pour que les personnes puissent rester dans leur pays et y avoir un avenir décent avec un revenu, une éducation et la capacité d'avoir leur famille mais qui grandissent dans ces pays. La loi asile-immigration, qu'enfermer des gamins en centre de rétention, bref, encore une fois, c'est une contradiction. Moi, je veux résumer les choses sur la situation des migrants. D'abord, dire une chose, quand Mme Le Pen nous vend la submersion migratoire, elle ment pour la raison qu'il n'y a pas de submersion compte tenu des proportions. Et d'ailleurs, l'essentiel des migrations se font entre pays du Sud et il n'y a pas de migration sud-nord essentiellement. Ensuite, dire une chose, c'est que le principal problème n'est pas que les gens arrivent chez nous, mais qu'ils soient obligés, contraints et forcés à quitter leur pays d'origine et que nous avons des responsabilités. Parce qu'il y a Montchalin en disant qu'il faut aider au développement des pays. Oui, mais dans le même temps, quand on développe un modèle qui est issu du libre-échange, ça pose quand même question. Non, on développe un modèle qui est un libre-échange organisé. Les gens fuient leur pays pour essentiellement 3 facteurs. Les accords commerciaux inégaux, les guerres et les conflits, raison pour laquelle il faut construire la paix et nous pensons qu'il faut sortir de l'OTAN. Et c'est pour ça que nous voulons construire une défense européenne. Et enfin, bien évidemment, la question du changement climatique. Aujourd'hui, ce sont 67 millions de personnes à l'échelle de la planète qui sont poussées à quitter leur pays pour toutes ces raisons. D'ici à 2050, si l'on n'indique pas le changement climatique, ce sont 250 millions de personnes. Et l'Europe est incapable d'organiser le devoir d'humanité que nous avons avec des règles claires qui permettent de répartir les forces. On est très en retard déjà. Merci à tous les deux. C'est un débat passionnant.